Elle est là. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Ah, il est parti à Agban. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas à la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gardes. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander à l'ambassadeur d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussitôt. Dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un Premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un Premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministres. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je viens faire un tour symbolique. Vous avez ses coordonnées? Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter. Vous êtes prêts? C'est le 22, 43, 26, 87. Voilà. Ou bien 22, 43, 34, 19. Ou bien 22, 43, 71. Voilà. Dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Voilà. Allez. Soyez à ma disposition et demandez, renseignez-vous où se trouve Doué parce que je veux rentrer en contact avec lui. Ok? Voilà, parce qu'il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Ok? Je vous remercie. Au revoir. Et je dis ici et maintenant au peuple, ouais, à mes parents, de tous les pleurs à Sémia, en passant par Blolequin, Guigo, Tchikwe, Bangolo, Kribi et Fakobi, que c'est vous qui avez donné le pouvoir à Gbagbo Laurent en ces jours, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gaudi Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquilo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui est forcé Gbagbo
a prêté serment le 26 octobre 2000. Il le sait. Demandez-lui. Alors Gbagbo doit tout au peuple ouest. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème de Bédié, la manière dont Bédié a eu le pouvoir. Bédié était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là et a donné un pouvoir transitoire au président de l'Assemblée nationale, lui demandant d'organiser les élections entre, je crois, 45 et 98. Donc, la manière dont le président Bédié a eu le pouvoir exécutif, on ne pourra plus l'avoir comme ça ici. L'article 35 règle aussi ce cas. Troisièmement, l'article 35 règle le problème du Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens qui ont rédigé cette constitution pensent qu'à un moment donné, Houphouët-Boigny était trop vieux et trop fatigué. Donc, trop âgé, il a commis des impairs. C'est pourquoi cet article-là limite l'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est un peu ça que vous faites. Non. Donc, il faut qu'on comprenne bien, que les problèmes qui étaient posés au moment où cette loi fondamentale était rédigée, ce sont ces problèmes-là qui ont été réglés. Ne voyant plus de problème, j'ai dit que je ne soumettrai pas cette constitution à révision. Demain, une autre génération, l'autre génération d'hommes politiques qui va venir, peut-être se trouvera en face d'autres problèmes. S'il le souhaite, il peut modifier cette constitution. Ou bien il peut écrire une autre constitution. Mais moi, ce sont les problèmes qui se posaient à nous au moment où nous avons rédigé la constitution que nous avons réglée. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers
1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sindou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sindou. Bien qu'étant chef à Sindou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban, dans le département d'Oguéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance, ma mère est ivoirienne de naissance, mes grands-parents sont ivoiriens de naissance, mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance, et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne, alors que nous connaissons le code de la nationalité. Est ivoirien toute personne
né d'un parent ivoirien. Aussi me paraît-il impérieux, dans ce cadre, d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. J'ai décidé de revenir en effet sur cet arrêt dans le simple souci de lever tous les malentendus que la dite décision n'a pas manqué en son temps et même aujourd'hui encore de susciter dans le pays. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Aujourd'hui, la preuve est faite en effet que le président de la République est un Ivoirien qui a un profond amour pour sa patrie et qui engage en ce moment même notre pays sur de nombreux chantiers du développement en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation de paix et de prospérité. Aussi voudrais-je porter à la connaissance de mes collègues ce qui précède et recommander fermement que l'honorabilité du président de la République soit rétablie au plan judiciaire. Je me tiens, je le réclame ici, je le proclame solennellement à la disposition de la nation entière pour y contribuer. Il n'est donc, et je le répète, l'ombre d'aucun doute que l'acte juridictionnel concerné n'avait dénié d'aucune manière la nationalité ivoirienne au candidat Alassane Ouattara. En septembre 2002, une femme était venue me parler. Je l'avais filmée de manière anonyme afin de préserver sa sécurité. À l'époque, secrétaire particulière de Robert Gueye, elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gueye, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gueye. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gueye est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gueye, elle a suivi les autres. Nous ont demandé les clés des chambres. On a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gueye a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois et après on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gueye, de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison. Il y avait le capitaine Fabien Koulibaly,
le lieutenant Tchegbe Koulibaly, le caporal Georges Kouadio, le caporal Lama Karamoko, le caporal Djomandé Bonfils, le caporal Blé Maninga, le caporal Bamba Suleiman, le sergent Loi Pascal. Ce jour-là, c'était les militaires qui étaient de garde. Ils ont tous été tués, hein, ils ont tous été tués. On tue des gens comme ça. Ils n'ont rien fait. C'est qu'ils ont mené. On rend justice à tous ces enfants qu'on a tués, qu'on a arrachés à leur famille. On les a tués froidement. Que tout le monde sache la vérité. Moi, je pense que le général Gueye a été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders pour être tranquille, comme les militaires l'ont dit. Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gênent, c'est tout. La plupart des militaires parlaient le bété. Entre eux, ils parlaient bété. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou Oui, c'était des rebelles? Parce qu'on a dit que c'était les rebelles qui avaient tué. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des comme on appelle, des loyalistes. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général. On va retrouver Alassane Ouattara. On l'a tué, on a tué le général. Il reste Alassane Ouattara. Voilà les deux personnes qui nous emmènent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général. Il reste le tour d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. Il y a 16 ans, je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, je le retrouve président de la République, d'un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais moi déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois le 22 ou le 23 septembre. Alors j'étais chez moi et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gueye, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gueye et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un char, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin, on a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle à la rue Sainte-Marie où nous habitions, il y avait le domicile du ministre de la Défense. Mais nous, de la fenêtre de notre villa où nous habitions, qui est un duplex, on voyait certains soldats qui se déshabillaient, qui jetaient leur tenue. C'était là la confirmation qu'il y avait une tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo. Ma fille Bintou, quelques minutes après,
a vu des militaires arpenter les murs et arpenter ce qu'on appelle le portail. C'est là qu'on a su qu'il y a quelque chose de sérieux. J'adressais à la vice-présidente. Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tueur. Des petits marginaux meurent, on dit pas moi tuer. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leur maison, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo, quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner. Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels ils partagent bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie.
Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. La gauche ivoirienne, de manière imperceptible, cette gauche incarnée par le Front populaire ivoirien, s'est progressivement emparée du logiciel de pensée de l'extrême droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié de taille. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification de son principal adversaire politique, Alassane Ouattara, à qui lui et ses propagandistes ont cru trouver des origines burkinabées. Un extraordinaire reniement et une injure à la mémoire politique récente de la Côte d'Ivoire que ses partisans se refuseront de constater. En effet, quelques mois avant son accession au pouvoir, et alors qu'il était en alliance avec Alassane Ouattara dans un front républicain, Laurent Gbagbo déclarait Urbi et Orbi que dénier la nationalité ivoirienne à celui qui avait été le tout premier ministre de la Côte d'Ivoire relevait de l'inconséquence et que ce dernier avait toute la légitimité pour prétendre diriger le pays. Mais là, est passé, hein? La guerre civile n'avait pas encore éclaté, mais Laurent Gbagbo se comportait déjà en chef de guerre et non comme le président au-dessus de la mêlée et rassembleur que le pays profondément déchiré dont il prend les rênes était en droit d'espérer. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. En lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Tant que moi, Gbagbo, serai président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le sentiment d'exclusion et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé. Les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord, alors que, comme le dit une chanson de Tiken Jah Fakoly, pratiquement dans ces années-là, il y a des Kofi au Ghana et au Togo, il y a de la même façon, évidemment, des Kwame dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime, se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'Ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non pas pour des actes, mais pour des velléités qu'on leur attribue, c'est tout cela qui va constituer la conscience de la résistance ivoirienne. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, un groupe d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de rang du nord de la Côte d'Ivoire échoue à renverser Laurent Gbagbo. La tentative de putsch se mue en une rébellion avec comme principale revendication la reconnaissance de leur citoyenneté. C'est un ancien leader de la FESI, syndicat étudiant, Guillaume Soro, qui prend la tête de la branche politique de la rébellion, qui occupe rapidement les principales villes du Nord et tente de progresser vers le Sud. Le but de la révolte, c'est d'obliger le pouvoir installé à Abidjan à reconnaître pleinement aux Ivoiriens du Nord les mêmes droits qu'à ceux des autres régions. La suite est connue. L'armée française s'interpose et impose une partition de facto du pays. Même si le visage de la rébellion est un chrétien, dans une stratégie digne de Machiavel, le pouvoir de Laurent Gbagbo tente de rallier les puissances occidentales en faisant passer les rebelles ivoiriens pour des terroristes islamistes.
La rébellion éclate en effet environ un an après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et le monde occidental est encore sous le choc de ce traumatisme. Le soir où des militaires se mutinent dans ce qui allait se transformer en rébellion, le président Gbagbo est en visite en Italie, mais il dirige les opérations par téléphone. La stratégie mise en place est une sorte de nuit des longs couteaux à l'ivoirienne, pendant laquelle Laurent Gbagbo décide de se débarrasser de tous ses opposants. Un commando est envoyé chez l'ancien chef d'État, le général Robert Guéhi. Il a réussi à s'échapper juste à temps, mais son épouse, tous les membres de sa famille et même le personnel de maison présent sont froidement assassinés. Les militaires à ses trousses le retrouvent dans une cathédrale où il a trouvé refuge. Il est exécuté et son corps jeté dans la rue. Le même commando se rend au domicile de l'opposant Alassane Ouattara, qui a le temps de se réfugier avec son épouse à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, mitoyenne. L'autre grande figure de l'opposition, Henri Konan Bédier, a la vie sauve grâce à la rapidité avec laquelle sa garde le cache chez son voisin. C'est le procédeur noir de l'histoire ivoirienne, une audience que beaucoup attendaient. Dans la salle, des figures du régime de Laurent Gbagbo sont là. Des politiques comme Pascal Affi-N'Guessan, alors Premier ministre et aujourd'hui premier opposant, seront appelés à témoigner. Des militaires aussi, et eux sont sur le banc des accusés. Ils sont 19, dont certains des plus hauts responsables sous l'ancien président. La partie civile ne doute pas de leur culpabilité. Laurent Gbagbo manque aujourd'hui, il devait être là. Ce n'est pas un assassinat ordinaire. Ça a été planifié au sommet de l'État, ils ont exécuté, c'est les exécutants qui étaient assis là. Ils ont bien travaillé pour leur patron, qui constitue l'État. C'est cet homme, Anselme Sekayapo, qui pour l'instruction est l'assassin présumé du général Gueye. Présenté par certains psychiatres comme fou, l'ex-aide de camp de l'ancienne première dame semblait détendu, concentré à l'audience. On a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, sur le de bien fouiller, vous allez trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Je vais vous donner le statut et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Akans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel. Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même. Entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement,
En décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyakami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Vous voulez apporter des précisions à l'interpellation de M. Laurent Gbagbo. Je rappelle que vous avez 3 minutes pour le faire. N'oubliez pas que vous devez répondre à la question que j'ai posée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc, vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ces passés. J'ai commencé à appeler mes amis. Le jour des élections, quand le Cafouillère, on avait déjà installé un système en place. Quand il y a eu Cafouillère, nos amis sont allés attaquer la poudrière pour faire libérer les Ouattara et autres qui étaient en prison. Nous les avons fait libérer. Et on les a évadés. Je m'étais arrangé pour les faire tous monter à mes côtés à Ouaga. Pendant ce temps, Soro Guillaume, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Soro Guillaume
était encore à Abidjan. Quand il y a eu Akalmi, je pense qu'il était candidat aux élections à Port-Boué avec Henriette Diabaté. Il a échoué là-bas. 2 fois, mes gens ont commencé à venir. Blaise m'a permis de recueillir mes éléments qui étaient dans des situations clandestines à Abidjan. Donc, on a pu les faire sortir un à un. Thieu Fosier, Adams, Watao, Zaga Zaga, plein d'autres. Mais Soro Guillaume n'était pas dedans, lui il était un politicien. J'étais à Ouaga un jour, après quand ils ont échoué les élections législatives, il est venu me rendre visite à Ed Dakouri. J'étais chez moi, on me dit non, qu'il y a Soro Guillaume et Dakouri qui sont venus te dire bonjour. Ben, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit oui, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, grand frère, ton combat est une lumière pour nous, nous sommes venus te soutenir. Le grand frère Dakouri, même chose. J'ai dit bah écoute, il n'y a pas de problème. Nous sommes restés 48 heures après, ils sont repartis. Une deuxième fois, Soro Guillaume est venu me voir. Il dit il est venu me saluer. Il dit ok, c'est gentil. Il est reparti. Et nous avons lancé une opération en 2001 pour renverser le général Laurent Gbagbo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et Soro Guillaume est parti à Paris et j'étais là un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il me dit qu'il était allé s'inscrire à Paris 8. Paris 8, c'est une université de Paris. Malheureusement, il n'a pas pu s'inscrire. Il dit vraiment c'est dur pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai dit bon, présentement, je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Et c'est de là est née toute cette histoire. Je voudrais d'abord rebondir sur la présentation que vous avez faite de moi. Vous avez dit l'ex-chef rebelle et je vous en remercie parce que je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais eu honte ni de revendiquer que j'ai été rebelle. J'ai dirigé une rébellion en Côte d'Ivoire. Mieux, j'ai écrit un livre pour expliquer pourquoi je suis devenu rebelle. Très sérieusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion? C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question, posez-la au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Donc, je dis et je répète. Oui, mais est-ce que le Nord ne s'est pas retrouvé un peu plus tard pour pouvoir mettre fin à cette ivoirité dont vous parlez? Non, non. Évidemment, il est... La région du Nord. Non, je veux dire qu'il est clair que quand l'ivoirité est apparue et que M. Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, mon combat que j'ai mené en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour l'état de droit, la démocratie. Je ne pouvais pas soutenir, comment on appelle, qu'on spolie des citoyens de leur nationalité. C'est très clair. Et donc, il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire.
vous aviez plus à gagner en restant avec Laurent Gbagbo pendant les élections qu'à rejoindre Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi justement, l'élection voulait qu'Alassane gagne ou bien pensait qu'Alassane allait gagner. Soro passait dans sa tête que c'est Gbagbo qui allait les gagner. Puisque Gbagbo a fait 3 sondages qui lui ont dit qu'il va gagner au premier tour. Un sondage a dit seulement qu'il va gagner au deuxième tour. Les 2 autres sondages ont dit que Gbagbo gagnait Alassane au premier tour. Mais personne ne croyait encore à Alassane. Même le grand médiateur Ngolo Coulibaly m'a dit Alassane ne peut pas être président. En Côte d'Ivoire encore, les Zemmour Fofana et l'Alain Lobognon, Soro Guillaume et autres. Et même le général Soumaïla Bakaïko Maréchaux, il est venu dans mon village, on est venu à faire que pour une mission. Il m'a dit s'il veut être en sécurité, de ne pas parler le nom d'Ado au nord. Mais la rébellion n'a jamais combattu version Soro pour Alassane. Ça, je vous le dis. Okay. Et j'assume, c'est important. Et même aux élections, Soro a voté et son clan pour Gbagbo. Et ils pensaient que cette élection allait entériner le pouvoir de Gbagbo. Alassane allait se taire une fois pour de bon. Et le deal qui était signé entre Soro et Gbagbo, si Gbagbo finissait ses 2 mandats, puisqu'il a été bloqué par la crise, Gbagbo allait changer la constitution pour dire la guerre l'empêchait de gouverner. Il allait faire 2 mandats et passer le relais à son fils Soro. Mais malheureusement pour eux, dans leur plan, c'est Alassane qui allait au 2e tour. Et comme moi je disais toujours que c'est Alassane qui allait être le président, Soro a viré à 180 à l'heure pour se rallier à Alassane. Voilà ce qui s'est réellement passé. Des armes et des munitions ont été trouvées au domicile de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Cette découverte fait suite à une perquisition effectuée hier vendredi par la police judiciaire. Les détails dans cette déclaration du procureur de Boaké avec Kwadjo Kwame. À la suite de plusieurs informations faisant état de ce que des armes étaient cachées au domicile de M. Guillaume Soro, 6 au quartier Gonfreville de Boaké, des perquisitions avaient été effectuées à l'intérieur du dit domicile. Ces perquisitions s'étaient révélées infructueuses. Le vendredi 25 février 2022, exploitant une autre information, des officiers de police judiciaire se sont transportés à nouveau au dit domicile avec des détecteurs de métaux qui ont permis de localiser de façon précise l'endroit où des armes étaient enfouies dans l'arrière-cour. Cette perquisition, menée sous la supervision du procureur de la République et en présence constante du nommé Coulibaly Yaya, gardien des lieux, a permis de découvrir 4 canons de 14,7 mm, 6 percuteurs, 15 200 munitions de type 9 mm, 3 cache-flammes, 10 accumulateurs, 36 chargeurs de portatifs Motorola GP340, 14 portatifs Motorola GP340. Une enquête a été immédiatement ouverte à la brigade de gendarmerie, section recherche de Boaké, pour détention, entreposage d'armes de guerre, éléments d'armes et munitions de la première et deuxième catégorie sans autorisation administrative et tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. L'ancien patron de l'ex-rébellion entre 2002 et 2011 a fait son mea culpa. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon.